Bonjour, buenos dias. Bon, aujourd'hui on est samedi, je suis avec ma petite Lily, ma copilote, avec souci, la DRZ 400E. Et là je vais me rendre à un petit endroit très sympa à Casas del Rio, où il y a une zone récréative avec une rivière, on peut se baigner, il y a un petit restaurant, enfin bref, super sympa, donc je vais vous montrer tout ça. Et en cours de route, on va aborder un thème que j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises avec la plupart de mes amis qui pratiquent le off-road comme moi. Et le thème en question c'est Maxi Trail, Trail Mid-Size, Trail léger, Enduro, que choisir, pour qui, comment, pourquoi, bon, on va discuter de tout ça une fois que je serai sur la moto. Allez, à tout de suite. Donc le fameux dilemme, Maxi Trail, Trail Mid-Size, Trail léger ou moto d'enduro. En fait, j'ai été dans le cas, comme tout le monde. C'est-à-dire que moi j'ai fait mes armes avec une Aprilia Touareg. Je connaissais absolument rien des techniques de off-road, mais zéro. J'ai appris en regardant des vidéos YouTube et puis après en pratiquant tout simplement. C'est une moto qui est excellente. Je ne vais pas parler de la moto en soi parce que la moto est vraiment excellente et permet de faire absolument tout. Je vais plutôt parler du fait qu'on nous vend souvent, à force de publicité, de marketing, avec des Paul Tarès et des Kyrian Mirabet, qu'on peut prendre une Africa Twin ou une Ténéré et se lancer dans la montagne et commencer à faire le fou avec, sans conséquence. En fait non, c'est pas exactement ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience. Moi la Touareg, j'ai appris avec elle, j'ai appris plutôt bien avec elle parce que c'est une bonne moto. Mais je sais aussi que j'aurais pu apprendre beaucoup plus vite si j'avais une moto plus légère. Le problème en fait quand on apprend avec une moto de ce type, allez imagine t'as envie de faire du off-road, tu dis tiens je vais m'acheter une Transalp, une Ténéré, une Africa Twin, une Touareg, que sais-je. Tu vas mettre au minimum 10-15 000 balles dans cette moto. Et tu vas commencer. Et au début tu ne sauras pas trop parce que la moto est lourde, parce que tu n'as pas la technique tout simplement. Donc tu vas galérer, la moto va tomber au sol 25 000 fois, tu vas l'abîmer. Chaque petite pièce que tu vas casser, ça va te coûter 300 balles, 400 balles, 500 balles. En l'occurrence, moi j'ai eu un accident lors d'un événement et j'avais complètement détruit toute la tour de la Touareg. Fort heureusement, j'avais une assurance tout risque avec une franchise pas trop élevée, mais il y en avait pour quasi 9000 balles de réparation. Donc voilà, ça, au niveau budget, déjà, apprendre avec une moto de ce gabarit, ça fait un peu mal quoi. Ensuite, et je parle pour mon cas, c'est qu'avec une moto de ce genre, on apprend beaucoup moins vite. Parce qu'on a, déjà parce qu'on a peur, parce qu'il y a l'inertie de la moto, parce que vu que tu as peur et que tu sais que tu vas pas la contrôler cette moto, tu vas pas aller te mettre dans des endroits non plus trop hardcore. Et c'est justement en se mettant dans des endroits un peu hardcore qu'on apprend comment réagit la moto, qu'on apprend comment se comporte tout son équilibre, sa géométrie. Si on reste sur des pistes comme ça, on n'apprend rien quoi. Absolument rien. Si tu apprends un peu à gérer l'inertie et le freinage sur un terrain qui a pas d'adhérence. Mais à part ça, tu n'apprends rien quoi. Donc moi je pense que pour apprendre, la moto idéale pour apprendre à faire du off-road, c'est une petite Honda CRF 300 ou une petite Vosges 300 Rallye. Ce genre de moto. Moi en fait, bien que j'ai beaucoup appris avec la Touareg et que finalement j'étais carrément à l'aise en fait avec cette moto. Et je le suis toujours d'ailleurs parce que je l'ai encore. Lorsque j'ai eu l'accident et que j'ai eu la moto détruite et que je savais que j'allais devoir attendre au minimum 3 mois, voire plus pour pouvoir la récupérer, j'avais aucune envie d'attendre. Donc je me suis acheté une Vosges 300 Rallye qui était pas chère pour continuer à pouvoir faire des chemins. Et en fait ça a été la meilleure décision de ma vie. Non pas que cette moto soit exceptionnelle, parce qu'elle est loin de l'être, elle fait le job, mais bon, c'est pas non plus la super moto quoi. Par contre, du fait de son poids, de sa petite puissance, donc pour la gestion du gaz, cette moto me permettait d'aller absolument partout. J'ai énormément appris avec cette moto. En plus, c'est une moto qui te pardonne pas mal tes erreurs. Ah merde, je vais voir. J'espère qu'il n'est pas trop profond. C'est une moto qui te pardonne toutes tes erreurs. C'est profond, pas profond ça? Non, ça n'a pas l'air profond, mais c'est de la boue. Non, même pas. Donc si tu arrives un peu vite en virage et que tu commences à paniquer, en freinant, tu arrives encore plus ou moins à la contrôler. Parce qu'elle n'est pas très lourde. Une moto de 200-250 kg, si tu commets une erreur, tu te fais un tout droit, au mieux. Et tu te prends une méchante gamelle,
Et tu peux te faire très 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 mal. Attends, je vais aller voir ce chemin parce que j'y suis jamais allé. Donc j'aime bien découvrir des chemins. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça donne sur la rivière. Ou pas? Ouais, génial, génial, génial. Bah voilà, c'est magnifique cet endroit. Il n'y a pas trop de courant ici pour Lily. Allez, j'avais pas prévu de faire de pause là, mais bon. On va pas résister à la tentation. Oh là là, Lily. Oh là là. Attention. Attention. Attention, attention, on va chercher. Allez, ici. Ici. Ben, je suis découverte, hein, franchement. Sympa ce petit coin. Bon, revenons à nos moutons. Donc la Vosges. Cette petite Vosges. Eh bien en fait cette petite Vosges, j'ai beaucoup appris beaucoup plus vite avec cette petite Vosges. Parce qu'en fait avec elle, j'avais aucune appréhension à aller me foutre dans des endroits impossibles. Des sentiers très étroits, avec beaucoup de pierres, où j'étais pas sûr du fait qu'il y avait une sortie, et c'était pas très grave en fait, parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, vu son poids, j'arriverais à me sortir de là. Et donc forcément quand tu commences à te mettre dans des endroits comme ça, ben t'apprends à gérer un peu tout type de situation, et tu perds tes appréhensions, tu gagnes en confiance, et si tu gagnes en confiance, ben t'acquiers du niveau, tout simplement, et tu progresses énormément. Donc moi cette moto m'a permis de progresser énormément. Je l'ai vendue par la suite parce que je trouvais qu'elle était un peu short au niveau moteur. Sinon je crois que je l'aurais gardée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'on apprend avec une légère qu'après on est incapable de mettre en application ce qu'on a appris avec la légère avec une moto plus lourde. Tout le contraire. Quand j'ai récupéré ma Touareg après l'accident et que j'avais déjà appris pas mal avec la Vogue pendant environ 2-3 mois, le temps qu'il la répare, quand j'ai récupéré la Touareg, j'étais beaucoup plus en confiance avec cette moto. Et là j'ai remarqué à quel point mon niveau avait monté et à quel point j'avais acquis de la technique grâce à la petite moto. Ben, ça c'était le côté apprentissage. Après maintenant on peut parler aussi du côté, une fois que tu as appris, hein, tu fais quoi? Tu reprends une grosse ou tu restes avec la petite? Ben, c'est là toute la question en fait. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir les deux. J'ai fait le choix d'avoir les deux parce que comme je suis pas seul, que je voyage aussi avec ma compagne, ben, j'ai besoin d'une moto qui ait suffisamment de puissance pour nous emmener tous les deux là où j'ai envie d'aller, quoi. Donc j'ai gardé la Touareg. Donc la Touareg, actuellement je l'utilise exclusivement pour les routes goudronnées, pour les voyages avec ma compagne et pour les pistes faciles avec ma compagne aussi, parce qu'on fait pas mal de off-road en couple. Donc cette moto est parfaitement adaptée pour ce genre d'usage. Et si parfois je me mets dans des situations difficiles, je sais que cette moto va tellement bien que j'arriverai à m'en sortir aussi. Évidemment, j'évite ce genre de situation, mais la moto en est capable. Alors du coup, une fois que j'ai récupéré la Tourette et que la Vosges commence à être un peu limite au niveau moteur, je me suis posé la question, mais quelle moto acheter? Et dans ce questionnement, il y avait deux facteurs qui entraient en ligne de compte. C'était tout d'abord le poids. Je voulais une moto qui soit légère. Je voulais une moto qui soit légère parce que je sors souvent seul. Et si je me mets dans un gros merdier, je dois être capable de pouvoir sortir seul de ce gros merdier. Parce que bien souvent, les endroits où je vais, il n'y a pas de couverture, donc c'est impossible d'appeler à l'aide avec le téléphone. Et donc, si je veux sortir de là, faut que je me débrouille, quoi. Donc le poids, c'était vraiment un facteur essentiel. Et le second facteur, c'était le moteur. Je voulais une moto qui est au minimum 40 chevaux. Alors j'ai commencé à chercher, je savais pas trop quoi choisir. Pas mal de potes me disaient, mais achète-toi une moto d'enduro et mets-lui une bulle, mets-lui une tour de navigation, et fais-en une moto, une trail légère. Alors ouais, effectivement, ça aurait pu être une excellente option. Mais il y avait un gros point noir.
avec les motos d'enduro, c'est les entretiens, quoi. Ce sont des motos qui nécessitent un entretien tous les X heures, ou au mieux tous les 1000 km. Si tu en fais un usage trail et non pas enduro. Moi je me voyais pas tous les mois devoir m'emmerder à changer l'huile, le filtre. Surtout si tu vas en voyage et que tu fais plus de 1000 bornes, tu vas pas t'amuser à te balader avec ta jerrycan d'huile et ton matos pour pouvoir faire l'entretien. Donc non. Donc dans la poursuite de cette recherche, il y avait la Honda, la 300, la CRF, la L ou la Rallye, peu importe, qui me plaisait bien pour les avoir essayés. Mais quand tu tournes à poignée de gaz, il se passe rien, quoi. C'est super, ça manque cruellement de puissance. Donc j'avais pas mal d'attentes de la KTM, la 390 Enduro R ou la Rallye. Mais c'est le poids qui m'a découragé, parce qu'elle pèse, c'est pas loin de 170 kg. Pour ce genre de moto, c'est énorme. La CF Moto, la 450 MT, me plaisait bien aussi, mais pareil, et je l'ai essayé, elle va super bien cette moto, elle est super agréable. Elle est super maniable, le moteur, ça va, franchement, le moteur il est suffisamment puissant. Le problème c'est qu'elle pèse... T'as pas mal d'ornières ici. Le problème c'est qu'elle pèse qu'à 680 kg. Avec un tel poids, je reste avec la Touareg. Hein. Donc ça c'était pas bon non plus. Puis après est sortie à l'EICMA au salon de la moto la Suzuki, la DRZ4S qui m'attirait pas mal, je dois avouer, parce que bon, elle avait presque 40 chevaux. Le poids, c'est pas le meilleur des poids, hein. Franchement je la trouve un peu lourde pour ce genre de moto, mais bon, c'était pas non plus exagéré. Mais par contre 9700 balles, sachant que tu vas ajouter un tas de trucs dessus, t'en as pour minimum 10 500, presque 11 000. Ouais, c'était hors de budget. À ce prix là je m'achète la JP. La JP était une bonne candidate, une très bonne candidate, un peu lourde aussi pour moi, enfin pour mes critères. Putain, mais il y a que des... Je déteste ça. Ouais, ça va. Tant qu'il n'y a pas de boue au fond, ça va. Et donc la JP, elle est chère aussi et un peu trop lourde. Donc au final, je me suis décidé pour cette DRZ E de 2004 qui développe 50 chevaux parce que c'est la version E et non pas la version S. Et qui pèse tout plein fait à peine 140 kg, quoi. Et l'autre gros avantage de cette moto, c'est que bien que ce soit la version E enduro de la série DRZ, elle ne nécessite pas un entretien de moto d'enduro, c'est-à-dire que l'entretien, le changement d'huile doit se faire tous les 6000 km, donc ça laisse énormément de marge. Ensuite, il y avait un dernier facteur qui a guidé mon choix. C'est, moi j'ai besoin d'une moto qui soit solide, c'est-à-dire qui ne se casse pas à la moindre chute, et surtout qui soit facile à réparer. Et j'ai vu beaucoup d'amis, notamment ceux qui ont la JP, avoir une petite chute, un petit problème, quel que soit, une connerie vraiment, quasi rien, mais devoir attendre 2 mois sans moto parce que la pièce n'est pas disponible et que ça tarde une plombe pour la recevoir. Ça pour moi c'était vraiment hors de question. Donc il me fallait une moto simple, sans trop d'électronique, sans composants compliqués, que je puisse réparer en fait à peu de frais et sans devoir commander des pièces à l'autre bout du monde qui vont tarder 2 mois avant d'arriver. Et l'avantage de celle-ci, c'est que elle peut se réparer facilement avec une bride, hein. Mais aussi, oula, ça j'aime pas les descentes. J'aime pas du tout les descentes. Et là derrière, il y a une grosse montée bien pourrie. Hop. Désolé pour l'interruption, mais je devais me concentrer un peu.
Ouais, donc le gros avantage de celle-ci, c'est que c'est une moto qui a été commercialisée, je crois qu'elle est encore commercialisée dans certains pays d'Amérique et en Australie. Et comme elle existe depuis 2000 et qu'elle a à peine changé depuis, alors il y a un marché de l'occasion, de pièces d'occasion absolument énorme. Donc c'est très très facile de trouver des pièces. Et même en dehors du marché de l'occasion, Suzuki a un stock de pièces absolument incroyable. Et donc parfois il faut à peine 48 heures pour recevoir la pièce dont on a besoin. Donc tout ça réuni, cette moto pour moi c'est la moto parfaite, quoi. Alors après, est-ce que cette moto est confortable pour faire des longs voyages? Des longs voyages, non, ça j'ai pas fait encore. Mais j'ai fait des week-ends de plus de 1200 km. Des longs week-ends de 3 jours. Et franchement, j'ai pas souffert, quoi. Évidemment, moi je prends jamais l'autoroute. Donc, mais par contre, je prends des nationales un peu rapides. Et ça va, quoi. Sérieusement, on va pas parler de vitesse parce que la moto peut monter à 150 sans problème, mais jusqu'à 110 ça reste relativement confortable. Au-delà, voilà, c'est la moto que c'est, hein. Ça vibre, c'est un monocylindre. Et en fait, je vais même vous dire que si je faisais pas des longs voyages avec ma compagne, je pense que j'utiliserais même plus la Touareg. Parce que cette petite moto est tellement fun. Ça passe partout. En fait, elle est super fun, y compris dans les virolos, hein, dans les viros de route goudronnée. Je m'amuse beaucoup avec cette moto, en fait. Alors cette moto, évidemment, je lui ai fait quelques petites modifs, pas énormément, mais bon, quelques petites modifs pour mon confort personnel. C'est-à-dire que, évidemment, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite tour de navigation avec un support pour une tablette, parce qu'à mon âge, la vue commence à baisser. Alors c'est une moto normalement qui n'a pas de clignot. Mais bon, moi quand je l'ai acheté, elle les avait déjà, donc c'est une modif que j'ai pas dû faire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis un bout de métal à l'arrière pour pouvoir transporter des bagages. Mais pour faire ça, il a fallu que je fabrique deux bouts de métal qui viennent se visser au châssis, parce qu'il n'y a pas de sous-châssis sur cette moto, d'où son poids. Par contre, je lui ai installé le système tubeless. Je l'avais déjà fait sur la Vogue, parce que ces motos évidemment viennent avec des pneus à chambre à air. Et moi, je me vois pas démonter la roue en plein milieu d'un trip ou d'une sortie, parce que j'ai crevé, quoi. Donc j'ai installé ce système qui, je sais pas si vous connaissez, tubeless, T-U-B-L-I-S-S. En fait, grosso modo, c'est un peu comme un pneu de bicyclette avec sa chambre à air à l'intérieur du pneu de la moto. Donc du coup, le pneu de la moto se convertit en un tubeless, et non pas tubeless, tubeless. Et donc du coup, en cas de crevaison, je peux réparer avec de simples mèches. Et sinon, à part ça, rien. En fait, cette moto vient assez complète, hein. Avec la tour de navigation et la petite bulle, je peux aller sur route sans que ce soit trop une galère. Je peux emporter des bagages et j'ai des outils un peu partout en cas de souci. Ah si, j'ai aussi installé et ça c'est récent, ça date d'hier. Oh, dis donc, regarde ça. Je lui ai installé une petite télécommande Bluetooth pour pouvoir faire des zooms sans devoir toucher l'écran de la tablette. Et aussi parce que de temps à autre je participe à des événements avec Roadbook, et donc pour faire défiler les vignettes et pouvoir recaler les kilomètres, avec la télécommande, c'est quand même nettement plus pratique. Alors c'est une télécommande d'AliExpress, hein, qui je pense qu'il vaut 8 balles, guère plus, et j'ai même pas besoin de la configurer. Elle fonctionnait parfaitement avec l'application de Roadbook. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ça c'est cool. J'ai eu d'autres télécommandes avant. J'en avais une qui était avec câble, assez cher d'ailleurs, mais bon, elle a fini par les câbles ont fini par sortir, par s'abîmer, donc finalement j'ai jeté à la poubelle. Et après j'en avais acheté une autre sur Amazon qui était le même principe que celle-là, mais qui était ronde.
Et le problème de cette télécommande, c'était déjà le système d'attache qui était pas, c'était avec du caoutchouc, ça tenait pas. Et en plus de ça, ça prenait pas mal d'espace sur le guidon, donc ça me gênait un peu. Celle-là, elle est parfaite. Elle me gêne pas pour les boutons des clignots et elle prend pas de place, quoi. Regarde, il me reste encore plein de place. Donc pour revenir au sujet des motos trail, maxi trail, ben, l'idéal c'est d'avoir les deux. Hein. Si tu aimes bien faire du enduro, enfin du trail engagé à la limite de l'enduro, ben, d'avoir une moto petite, légère, un peu comme celle-ci au final, pour y aller franco, et puis avoir la grosse pour faire les voyages et faire un trail un peu plus normal. Sauf si tu t'appelles Tom Barrer et là ben tu prends ta grosse GS et tu fais de l'enduro avec. Mais bon, c'est franchement pas le cas de tout le monde. Et si tu peux pas avoir les deux et que tu cherches une moto avec laquelle tu puisses faire à la fois du trail engagé et puis faire des voyages, moi je pense que la JP est une bonne option pour son poids. Et puis aussi parce qu'elle a d'excellentes suspensions. Bon ben changement de paysage hein, là. Tout sec, tout rouge, tout aride. Ah regarde. T'as vu? Une biche. Non. C'est pas vrai quoi. C'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est la deuxième fois aujourd'hui. J'en ai marre de ces trucs privés, ça me fait chier. Bon allez Lily, on va faire une pause. Putain. Tout à l'heure j'ai dû faire un détour d'au moins 10 km pour une propriété privée de merde comme celle-là. Et de nouveau ici. Allez bébé. Bon ben je vais devoir me résigner à faire demi-tour. Au départ j'avais pensé descendre ici et passer par le chemin du bas, mais c'est toute une propriété privée, donc je vais pas m'y risquer. Donc ben voilà, demi-tour, et on est reparti. Fait chier. J'étais super content d'avoir découvert ce chemin, mais au final, chemin sans issue. Bon ben j'ai enfin pu revenir à ma trace initiale. J'ai dû faire un beau petit détour, hein. Mais bon, là maintenant on y est. J'espère qu'il n'y aura plus de barrières et de propriétés privées, parce qu'il me reste pas énormément de kilomètres avant d'arriver à ma destination, à Casas del Rio. Donc là c'est joli par ici, très joli. En fait j'ai fait 130 bornes alors que j'aurais dû en faire à peine 80 pour arriver, quoi. J'ai fait un détour d'au minimum 50 km. C'est ballot. Bon ben voilà, on y est. Superbe endroit. Le seul petit souci c'est qu'il y a beaucoup de courant, donc j'ose pas trop lancer la balle à Lily. À part ici où c'est cool, mais là-bas c'est très très joli, mais il y a énormément de courant. Et là-bas en haut on voit la roue qui fonctionne encore. Voilà, on va avoir une meilleure vue ici, sur cet endroit absolument magique. Voilà, on peut se baigner des deux côtés. Et ça c'est la roue, la Noria des Casas del Rio. Attraction touristique. Bon ben voilà, après un repas relativement mauvais, alors c'est un bar où on mange très bien pour faire ce qu'on appelle ici en Espagne l'almuerzo. Et l'almuerzo,
c'est un peu comme un brunch. Donc c'est un mélange entre le petit-déj et le déjeuner. Sauf que ici en Espagne, ils prennent le petit-déj, ils prennent le déjeuner, mais ils ont l'almuerzo entre eux. Donc bien souvent, ça se résume à un sandwich, une demi-baguette avec quoi que ce soit à l'intérieur. Ça peut être même des choses chaudes, hein, de la saucisse. C'est un peu sacré ici, l'almuerzo. Et donc ce bar pour les almuerzos est très bien. Mais alors pour déjeuner, non, vraiment mauvais, cher pour la région. Et pas bon, quoi. Donc l'heure de l'almuerzo, en général, c'est vers 11h. 10h30, 11h. Et après le déjeuner, c'est vers 14-15h. Pour un Belge comme moi, c'est une hérésie. Parce que nous, on déjeune tôt, on petit déjeune tôt, vers 7h, 8h. Et on va déjeuner tôt aussi, donc vers 12-13h. Et ensuite, on va dîner tôt, vers 19-20h. Ici, tout est décalé. Il y a le petit-déj tôt. Ensuite vient l'almuerzo vers 10h30, 11h. Et il faut surtout pas le enlever. Et ensuite vient le déjeuner vers 14-15h. Et enfin le dîner vers 22h. Cette trace est juste magnifique en fait. Il y a beaucoup de variétés. Zéro complication. Enfin, pour l'instant, on va toucher du bois. Non mais beaucoup de variétés de paysages, de terrains. Donc on s'ennuie pas, quoi. En fait, l'Espagne pour faire du off-road, c'est juste magique parce qu'il y a beaucoup de variétés de tout, de difficultés, de terrain, de paysages, et tout ça en très peu de kilomètres carrés. Et encore, je parle de l'Espagne, je connais pas toute l'Espagne, hein. Moi, je connais essentiellement la communauté valencienne et toute la zone de Cuenca. Je peux pas donner mon avis pour le reste, mais j'imagine que Asturias et dans le nord, ça doit être juste magnifique, quoi. Et là, depuis ce matin, j'ai croisé absolument personne. Et on est samedi, pas une voiture, pas une moto, rien. Et ça, pour moi, c'est juste le rêve. Là, je viens de commettre une erreur de pilotage, entre guillemets, une erreur de regard. J'ai regardé le fossé et j'ai failli finir dedans. Heureusement, je me suis rattrapé au dernier moment. J'ai regardé là où je devais aller, non pas là où j'avais peur d'aller. Bon, dernière pause de la journée. Il est presque 6h. Et je me suis fait arnaquer. Je pensais que c'était un lac. Et je me retrouve avec cette grosse flaque d'eau. Mais bon, l'eau est propre. J'ai pu lancer la balle à la petite qui a pu en profiter pour se baigner. Donc c'est pas très grave. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Donc c'est pas super pour moi. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Allez Lily, on y va? Allez, viens bébé. Hop. Hop. Allez, hop. Voilà, c'est bien. Bon, j'y suis presque là. Je vais couper la caméra. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça m'encourage vachement à continuer. Et si ça vous a pas plu, vous m'envoyez désolé. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, on se voit très bientôt. Hasta luego!